Bonjour à tous, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi un expert en prise de parole en public qui s'appelle Cyril Chambard. Cyril, bonjour. Bonjour Manal, merci de m'inviter dans cette interview, merci de m'inviter sur ton site. C'est vraiment un très grand honneur de pouvoir discuter avec toi. En plus, tu es une confrère conférencière, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter et pouvoir proposer du contenu qui sera, je l'espère, de bonne qualité pour ton audience et même pour nous. C'est sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Cyril. Alors, Cyril, tu es un grand expert en prise de parole en public. Tu es passionné par le domaine, tu es passionné par le monde des conférences. Tu es aussi un orateur Toastmasters. Tu as gagné plusieurs concours. Donc, félicitations pour ça. Pour commencer, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous dises un peu, parce que je sais que tu as une phrase fétiche que tu dis dans toutes tes vidéos, Je ne vois pas de quoi tu qui est parles. On ne naît pas speaker, on le devient. Et tu dis que pour toi, la prise de parole en public, ce n'est pas un don, mais une compétence que tout le monde peut développer. J'aimerais un peu que tu développes justement ce que tu penses, parce que je suis sûre qu'il y a des gens parmi nous qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent non, la prise de parole en public, c'est un don, et qui peut-être s'empêchent même d'aller dans cette direction parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas ce don-là. Yes. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment le centre névralgique de tout ce que je dis, de tout ce que je fais sur YouTube ou dans mes conférences ou dans mes formations, etc. Et tout simplement, je vais raconter mon histoire. Ça sera le plus simple et certainement le plus intéressant. Euh, Moi, à la base, je suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti, notamment lorsque j'étais plus jeune. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à prendre la parole en public, mais totalement par hasard, en fait. Totalement par hasard. Je suis rentré dans des cours de théâtre en voulant draguer une fille, en fait. Voilà, c'est une fille qui me plaisait bien. Et je l'ai suivie dans un cours. Je me suis demandé où elle allait. Un mercredi après-midi, je m'en souviens encore, j'avais 15-16 ans au lycée. Et lorsque je suis rentré dans cette salle de cours, je suis rentré dans une salle avec des gens qui faisaient les singes, qui récitaient des textes bizarres, qui faisaient n'importe quoi un petit peu partout, des improvisations. Dans une salle, je me suis demandé, mais dans quelle salle de fou est-ce que je suis rentré? Et tout d'un coup, il y a ma prof de théâtre, ma prof de français, qui est venue vers moi, Madame Villard, et je la salue si elle écoute la vidéo, et qui m'a dit, bah, tiens, Cyril, ça fait plaisir de te voir ici, bah, tu vas faire des improvisations avec nous. Alors moi, tout timide, tout introverti, j'étais le mécheux gothique à l'époque, tu vois. C'était pas du tout mon délire, j'étais un petit peu vraiment dans ma coquille, dans ma tour d'ivoire. Et je me suis dit, quand même, je pourrais essayer. Je pourrais essayer, je sais pas pourquoi il y avait un truc qui m'attirait, tu vois. Malgré le fait que ça soit totalement antinomique avec ce que j'étais, mais ça m'attirait. Et j'ai réalisé ma première improvisation, et même en étant timide, et même en n'étant pas bon, lorsque je suis monté sur scène et que j'ai commencé à parler face à mon auditoire, ben, ça m'a plu. Ça m'a Excellent. plu, et dans le théâtre, j'ai trouvé une forme, une manière extrêmement salvatrice pour moi de m'épanouir et de sortir de ma coquille, de cette tour d'ivoire qui me bridait en fait totalement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé, voilà, j'ai vraiment voulu développer cette prise de parole, cette communication, parce que j'étais quelqu'un qui externalisait tout, qui internalisait tout, qui parlait très peu, qui communiquait assez mal. Et j'ai trouvé quelque chose pour vraiment m'épanouir. Et de fil en aiguille, donc je te disais que j'ai réussi à me développer de plus en plus dans la prise de parole. Et ça, c'est ce que je dis dans ma conférence, c'est que lorsque j'ai dû rentrer dans le supérieur, dans mes études, dans le milieu du marketing et du commerce, parce que j'ai fait des études là-dedans, j'ai dû prendre la parole en public. Et du théâtre où on apprend à improviser, où on apprend à être confiant et à l'aise, je suis passé du timide à quelqu'un de confiant, voire un petit peu trop confiant. Et dans cet excès de confiance, dans la prise de parole en public pure et dure, dans le leadership, la véritable communication, il y a un grand pas à faire. Et je me suis vautré, mais d'une manière absolument phénoménale, lors de mes premières présentations. Je suis tombé dessus par mes profs. Ils m'ont dit que c'était nul, rien à voir ce qu'il fallait faire. Ok, c'était pas trop mauvais à l'oral, mais c'était nul, quoi. Nul, aucune cohérence, rien de bon. Et malgré ces échecs, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Comment parler en public de Dale Carnegie, qui est mon livre de chevet. Hein. Tu connais certainement, c'est une bible, hein, ce bouquin, et qui est mon livre de chevet incontestable sur le domaine, que j'ai lu, relu, relu et relu, pour améliorer mes prises de parole. Et à l'époque de 8 sur 20, je suis passé à 18 sur 20 à l'oral, en communication. Donc, ça a Excellent. été une première victoire pour moi, malgré le fait que je n'étais pas spécialement bon à l'oral. Et dans cette histoire, en fait, et désormais, voilà, maintenant je fais du Toastmaster, je fais des concours, j'ai une chaîne YouTube sur le domaine et je développe ma communication en même temps que mon audience. Bref, tout un barda. Je n'expliquerai pas. Tu prouves que c'est possible de démarrer avec un petit niveau et d'arriver à ton Exactement. niveau aujourd'hui.
Exactement, exactement. Et la morale de cette histoire, c'est que même si on est timide ou même si on est trop confiant, la prise de parole, c'est quelque chose qui se travaille et qui doit se travailler. Et Mm. que on ne naît pas speaker, on le devient. C'est vraiment une compétence qu'on peut développer, qu'on doit développer, parce que la communication, c'est, je dirais pas un talent, parce que c'est pas un talent, c'est une compétence qui est nécessaire et vitale, que ce soit en entreprise, dans la vie de tous les jours, face à des investisseurs, face, je sais pas moi, qu'importe, face à ses amis même, hein. C'est Mm. vital de savoir bien communiquer et de communiquer de la meilleure manière qui soit. Et ça Mm. s'apprend, ça se développe, et c'est ce que je prône dans tout ce que je fais au quotidien. Voilà. Excellent, merci Cyril. En effet, je te rejoins vraiment parce que on n'a pas besoin de ça uniquement pour monter sur scène et donner une conférence, mais vraiment dans la vie de tous les jours, on peut être amené à communiquer avec une équipe de travail, avec des confrères et des consoeurs. C'est vraiment excellent. Euh, J'aimerais aussi que tu nous donnes, parce que du coup, tu as parlé de théâtre, donc j'imagine par ton discours, tu as dit que c'est le théâtre du coup qui t'a fait dépasser ta timidité. Yes, exactement. Ça a été ma première approche de la prise de parole. Vraiment ma première approche. Moi, à la base, j'avais déjà, en fait, apparemment une affinité avec tout ce qui était comédie, de communication depuis tout petit. Mhm. Mon père m'avait vu, quand j'étais tout petit, refaire les pièces de théâtre que je voyais en maternelle, le Ronchon et Bluette et l'Arbre magique, apparemment. Et, et il était venu me voir, mon père, et il m'a dit mais Cyril, c'est bien ce que tu fais, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas du théâtre, tu vois? À 3 ans, j'avais 3 à 4 ans, j'avais la possibilité de commencer la communication à cet âge-là. Et du haut de mes 3 ans et demi, je l'ai regardé en croisant les bras, en le regardant avec ma. Du haut de mes 3 ans et demi, je lui ai dit non, le théâtre, c'est pour les filles. Tu vois. Donc tu as bien changé d'avis depuis. Totalement, totalement. J'ai totalement changé d'avis. Et ouais, vraiment, le théâtre, ça a été extrêmement salvateur. C'est ce qu'on appelle une fuite vers l'avant. Généralement, les grands timides font cette fuite vers l'avant et qui leur permet, en fait, d'extérioriser toute cette flamme qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils doivent dire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille où on communique pas énormément, où on garde un petit peu tout pour nous. Et de faire du théâtre, ça m'a vraiment permis, je t'ai dit, de m'épanouir et d'oser exprimer ces émotions que je réfrénais. Voilà. Et que je réfrène encore aujourd'hui, hein, mais beaucoup moins. Et c'est quelque chose que je travaille, ce qu'on appelle la zone d'ombre en coaching, tu dois certainement connaître. Voilà, enfin bref, tout ça. Donc, vous voyez, vraiment, le théâtre, c'est quelque chose que je conseille à minima, voire même Toastmasters en fonction des besoins, pour si c'est plus professionnel ou même dans la vie de tous les jours, leadership, etc. Donc voilà, théâtre ou Toastmasters. Excellent. J'ai un de mes mentors, David Lefrançois, qui dit justement que les timides, c'est des grands communicateurs à la base. Donc, Je suis totalement d'accord avec ce que dit David, parce que la communication, c'est pas parler. mm, C'est pas parler. La communication, c'est un rapport à double échange. C'est une route à double sens. C'est pas une route à sens unique. Ok. mm, Quand tu parles pour toi. Enfin, moi, c'est ma définition, hein. C'est tu parles pour toi, tu parles pour toi et uniquement pour toi. Quand tu communiques, tu parles, mais avant tout, tu écoutes. Et mm, pour écouter et pour communiquer, il faut comprendre la personne en face de toi. Tu vois. Donc, c'est vraiment un rapport à double échange. Et la gros avantage qu'ont les timides, qu'ont les introvertis, c'est mhm, qu'ils écoutent beaucoup et mm, vu qu'ils n'osent pas trop prendre leur place à la base, ils laissent un petit peu plus de place à l'autre pour s'exprimer. Donc c'est mm, pour ça qu'on dit que les meilleurs communicateurs, les meilleurs négociateurs, ce sont les introvertis, les mm. timides, même si je ne suis pas trop d'accord avec le terme timidité, on y reviendra certainement après et tu dois avoir ton avis aussi sur la question. Ok. Mais ce sont de grands communicateurs parce qu'ils écoutent beaucoup et ils sont dans l'échange, ils sont dans le partage. Et ils laissent à l'autre sa place pour s'exprimer. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que les introvertis, j'en suis convaincu, sont les plus grands communicateurs. Parce que Mm. la communication, c'est pas simplement parler, c'est échanger. Exact, je suis d'accord avec toi. Alors du coup, tu dis introverti et que est-ce que pour toi c'est différent de timide? Est-ce que tu peux nous expliquer? Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que ça veut dire introverti. Exactement. Alors, la timidité et l'introversion, ce sont deux choses totalement différentes. Il faut lire le livre de Susan Cain, Quiet, the Power of Introverts. Tu pardonneras mon accent anglais terrible. Et ce que j'ai compris de ce bouquin, c'est que les timides, ce ne sont pas forcément que des introvertis. Moi, j'étais timide, mais je Mhm. n'étais pas introverti. Tu vois, j'avais une forme d'introversion, mais je n'étais pas timide. Je suis extraverti de nature, mais j'étais timide. Moi, je connais énormément de gens qui sont extravertis, mais très peu à l'aise en société, et des gens qui sont introvertis, mais qui sont très à l'aise et plus à l'aise que certains extravertis. En fait, l'introversion et l'extraversion, ce sont deux. Je ne suis pas encore très technique sur le terme, mais selon moi, c'est vraiment deux schémas comportementaux différents. Mhm. Ok.
L'introversion, c'est ton, comment dire, c'est ta capacité à, enfin, les gens introvertis sont des personnes qui aiment être dans des endroits où il y a très peu de stimuli externes. Ils sont très sensibles aux stimuli externes. Par exemple, s'il y a beaucoup de bruit dans une pièce, dans une salle de concert ou autre, ils vont être très peu à l'aise. Ils vont plutôt se ressourcer dans des endroits où il y a du calme. Alors qu'un extraverti va trouver sa force dans le groupe et dans l'échange, dans la communication, dans l'énergie que peut créer un groupe. Et c'est pour ça qu'on différencie énormément la timidité, parce que la timidité, c'est juste un blocage mental que l'on se crée et où l'on se dit en fait que l'on n'est pas capable de faire quelque chose. Parce que, et toi, tu es experte là-dessus et tu en parleras mieux que moi, mais la confiance en soi, qui est l'inverse de la timidité, c'est le sentiment de compétence qu'on peut avoir par rapport à un domaine. Donc, si on se sent compétent, ben, on est plus timide. En fait, voilà, Exact. tout simplement. Et c'est totalement différent de l'introversion et l'extraversion. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on va forcément être timide et timide à vie. Non, si on est introverti, on a de grandes qualités et je pense qu'il faut se focaliser sur cette qualité-là, ces qualités-là qu'ont l'introverti, que n'a pas l'extraverti et que l'extraverti développera très difficilement, que sont l'écoute, l'empathie et surtout la capacité, ouais, voilà, exactement, et surtout la capacité à communiquer d'une bonne manière. Excellent, je suis d'accord avec toi, merci beaucoup, c'était bien clair. Et est-ce que tu peux nous donner des techniques pour réussir, par exemple, un exposé oral, peu importe ce que ça peut être, parce qu'encore une fois, les gens qui nous regardent ne font pas forcément des conférences, mais ils peuvent prendre la parole en public, que ce soit à l'école, lors de leur parcours scolaire, ou au travail aussi, pour animer des réunions ou des choses comme ça. Alors, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit, c'est bien des techniques pour se préparer à l'oral, c'est ça? Pour faire des oraux, Oui. réunions à l'école ou autre. Ok. Alors, moi, j'ai deux, trois conseils que j'aime bien donner qui sont très simples, mais à la fois essentiels pour réaliser des prises de parole en public qui soient au-dessus de la moyenne. Voilà, vraiment au-dessus de la moyenne parce que 90% des gens ne le font pas. C'est tellement simple que personne ne le fait. Et que je ne faisais pas aussi à la base. Donc, c'est pour ça que je te raconte une petite histoire. Alors, le premier conseil, je ne vais pas te donner le conseil tout de suite, je vais raconter une petite anecdote. C'est qu'à l'époque, quand j'étais dans le supérieur, à cette époque-là où je me vautrais à chaque présentation, j'avais un collègue à moi où on faisait partie un peu des mecs à l'aise à l'oral. Voilà, on y allait pas préparé, on se disait, ouais, on va y aller au talent, tu vois. On va y aller au talent, ça va passer. On se préparait 10 minutes avant de rentrer et allez, on y va, tu vois. On est trop bon, on est trop fort, c'est des gros lions, machin, ouais, on est opulent, c'est parti, tu vois. On se l'a pété jusqu'à ce qu'on pouvait plus en pouvoir, mais à part ça, c'est pas grave. Et, et voilà, bon, on arrivait à se démerder, tu vois, on arrivait à se démerder parce qu'on n'était pas trop mauvais à l'oral, tu vois. Mais avec juste un tout petit peu plus de préparation, tu vois, juste un tout petit peu plus de réflexion, un tout petit chouïa de préparation et de réflexion sur notre travail, eh bien, on aurait pu créer des présentations qui auraient été beaucoup plus impactantes, tu vois. Donc, la préparation, c'est ultra important. C'est ce qui nous permet d'avoir des idées, de faire mûrir nos idées. Moi, je suis convaincu qu'une présentation, c'est comme une fleur. C'est une idée qui est représentée par une graine que l'on va planter, que l'on va arroser de réflexion pour la faire s'épanouir et la transformer en une belle fleur, tu vois. La belle fleur qui sera notre présentation. Et si on ne se prépare pas, on va pas être à l'aise, on va ressentir du trac parce que la préparation va combler ce sentiment de compétence face à notre présentation. Donc, au plus on se préparera, au plus on se sentira confiant et au moins on ressentira de trac. Donc, la préparation, c'est essentiel. Répéter, réfléchir, que ça soit au niveau intellectuel, mais aussi au niveau corporel. Moi, j'ai réalisé une conférence, ma première conférence de grand public et rémunérée il y a un mois, même pas, dans le cadre de Toastmasters Unlimited. C'est un événement qu'on a organisé avec Toastmasters Marseille, où j'ai fait une conférence sur la prise de parole. C'était la première et je ne me suis pas rendu compte de l'effort physique que c'était de réaliser une conférence. La Oui, hein. première fois, toi tu peux en témoigner, mais la Je première confirme. fois, tu confirmes, hein, tu sais, t'étais pas bien. La première fois que tu fais ta première conférence répétée, au bout de 20 minutes, t'en peux plus. Tu dis, ah oui, il y a encore 20 minutes à tenir là derrière. C'est un sport, c'est vrai. C'est un sport, c'est un sport. Moi, je vois Usain Bolt, on le voit courir son 100 mètres en 10 secondes, en moins de 10 secondes. Il ne faut même pas imaginer Usain Bolt ne pas venir préparer. Tu ne crois pas que Usain Bolt, il va pas venir il va venir les mains dans les poches aux 100 mètres des Jeux Olympiques. Le mec, il s'est préparé des mois durant, des années durant pour se le taper en 10 secondes. Bien Bon, sûr. si lui le fait, la prise de parole, c'est un sport, la course à pied, c'est un sport, la course 100 mètres, c'est un sport. Donc oui, il faut se préparer au même titre qu'un sportif. C'est ultra physique une prise de parole. Il faut savoir gérer sa respiration, il faut savoir gérer son contenu avec son mental et son corps. C'est extrêmement compliqué. Donc préparer, préparer, préparer.
Donc, préparer, c'est répéter aussi chez soi avant le jour J. Exactement, face à une glace, un retour vidéo ou alors avec des amis, tu vois, face à son public, face à un Ok. public. Parce que la prise de parole, c'est de l'humain et si on répète que face à une glace, eh bien, ça va être très difficile d'improviser et de travailler sur l'improvisation Ok. et son adaptabilité face à son public. Alors ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, ça serait euh, par rapport au track. Généralement, ça, c'est une peur que les gens ressentent énormément. 90% des gens ont déjà ressenti du trac au moins une fois dans leur Oui, vie, et les 10% restants, c'est tous des mythomanes. Voilà, oui, on a tous déjà ressenti du trac au moins oui, une j'ai fois. lu ton article sur le site. Tu l'as vu? Ouais, voilà. Donc si on pourra peut-être mettre un lien ou quoi que ce soit Oui, bien sûr. si les gens sont intéressés. Oui, je mettrai les liens en description de la vidéo. Ouais, voilà, ouais, ça sera parfait. Si les gens veulent des ressources complémentaires, c'est Yes. que le trac, on ressent généralement du trac par manque de préparation. Généralement, mais c'est aussi une réponse physiologique et normale. Voilà, il faut penser que le trac, c'est totalement normal. Et là, les gens vont me prendre pour un fou. Comment ça, le trac, c'est normal? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, j'en peux plus quand je suis face à un auditoire. Je transpire, je suis tout rouge, j'ai la gorge nouée, j'ai envie de vomir, j'en peux plus, j'y arrive pas à parler. Ben oui, oui, toi, auditeur qui nous écoute, le trac, ce n'est pas un ennemi, ça peut être un allié fidèle pour tes présentations. Un allié fidèle, pardon, pour tes présentations. Parce que si on devait remonter il y a 1 million d'années à l'époque du Paléolithique, peut-être pas 1 million, mais quelques centaines de milliers d'années, eh bien, le stress ressenti face à un ennemi, eh bien, les réactions physiologiques que l'on ressentait lorsque l'on avait du stress face à un tigre à dents de sable, par exemple, sont exactement les mêmes réactions physiologiques que l'on ressent face à un public, un patron ou un client lorsqu'on l'on doit exprimer une opinion en public. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre corps, à l'époque, il se mettait dans un état de combat ou de fuite, c'est-à-dire dans un état d'action, pour nous protéger, pour combattre ou pour fuir, pour tuer le tigre à dents de sabre ou l'ennemi qui se trouve en face de nous. Seulement, la survie, elle a changé de visage. Du tigre à dents de sabre et de devoir chasser le gibier dans la forêt, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, tu vois, il fallait se taper 10 km pour trouver son gibier et manger, pour pouvoir survivre. Eh bien, cette survie, elle a changé de visage au profit de patrons et de présentations PowerPoint ennuyeuses, de patrons qui nous donnent des coups de fouet, clac, pour nous faire avancer. Et vu que cette survie a changé de visage, vu qu'on est surprotégé dans notre société, eh bien, on ne sait plus gérer nos émotions. Donc, si on apprend déjà à comprendre que ce trac, c'est un allié, eh bien, et qu'on apprend ensuite à les canaliser, on va réussir à faire des présentations qui sont beaucoup plus détendues et beaucoup plus zen. Et petit fun fact, c'est que lorsque on a le cœur qui bat, on a le cœur qui bat fort, on se dit oh mon Dieu, j'ai le trac, et le discours mental qui s'installe, tu vois. Mais le cœur qui bat plus fort, c'est plus d'oxygénation de ton corps, c'est une meilleure vascularisation de ton corps. Respiration qui s'accroît, meilleure oxygénation de ton cerveau. Donc tu vas réfléchir mieux, plus vite. Tu vas être dans un état d'action, tes muscles vont être remplis d'adrénaline, notamment les jambes et notamment les bras pour pouvoir combattre. Mais c'est là qu'il faut pas hésiter à se mettre dans l'action et bouger, tu vois. Il ne faut pas laisser le temps au trac de te paralyser. Dès que tu ressens du trac, c'est la technique de la sonnette d'alarme, et ça, c'est ma troisième technique, c'est la technique de la sonnette d'alarme. Dès que tu ressens du trac, bam, tu te mets dans l'action. T'hésites pas à bouger. Moi, avant une présentation, je ne reste pas assis dans ma chaise. Je marche, je bouge, je fais des jumping jacks. Je hurle si je vais au shot et je hurle si j'ai besoin de crier. Parce que sinon, ton corps, il te dit, si tu bouges pas, t'es mort. Et c'est exactement ce que ressentaient nos collègues à l'époque du Paléolithique. Donc, faut bouger. Faut pas hésiter à bouger, à s'échauffer, à se frotter les membres, le visage, le corps, et à bouger, à se mettre dans un état d'action pour canaliser son trac et faire du trac non pas un ennemi, mais un allié fidèle pour ses présentations. Oui, en fait, tous ces symptômes qu'on ressent qui peuvent être très désagréables, en fait, ils nous servent à oxygéner notre… Exactement. Par exemple, la transpiration aussi, ça permettait à l'époque d'être endurant et plus fluide dans nos mouvements. Donc nous, aujourd'hui, on en fait tout un plat, mais non, c'est pas si mal de transpirer. Parce que ça permet de fluidifier et de tempérer la température de ton corps. Tu vois, si tu transpires, c'est totalement normal. Donc il faut savoir aussi accepter. Si ça nous dérange, il faut accepter. Tu vois, ce genre de réponses physiologiques, il faut savoir les accepter pour pouvoir mieux les contrôler. Je ne dirais pas les contrôler, mais les apprivoiser. Voilà. Être dans l'acceptation plutôt que dans le déni. Voilà. Mais aussi, la prise de parole en public, c'est une des plus grandes peurs des gens parce que justement, il y a la peur du jugement. Yes. Alors, comment est-ce qu'on peut apprivoiser ça, la peur d'être jugé par son audience? Alors, il y a deux manières. Il y a la technique pour les bourrins et la technique un petit peu plus psychologique.
Je vais d'abord te parler de la technique pour les bourrins, parce que moi, c'est ce que je Une bonne faisais. des deux. C'est ça. C'est la technique que je faisais, moi, que je faisais lorsque je faisais du théâtre. Nous, on avait un exercice qui était rigoureusement terrible. Ça se dit pas trop, mais c'était vraiment terrible. En fait, on se mettait dans le noir, on mettait tous les participants, c'est-à-dire une quinzaine de personnes alignées face à nous, et une seule personne, et une chaise devant tout le monde, et chacun à notre tour, on devait marcher dans le silence, dans le noir, quasiment total, hein, il y avait juste un petit peu de lumière pour éclairer un petit peu le public, et on devait marcher dans le silence, s'asseoir sur la chaise, et regarder un par un les personnes en face de nous sans sourire, en restant concentré. Alors ça, c'est la méthode pour les bourrins. Je ne la recommande pas à tout le monde comme premier exercice, mais c'est radical comme méthode. C'est radical. Après, la deuxième chose, voilà, la deuxième chose, la peur du jugement, c'est que, en fait, la peur du jugement, c'est pas spécialement une peur de l'autre. Tu vois, c'est pas spécialement l'autre qui nous fait peur. C'est plus le regard c'est plus comment on peut dire ça? C'est plus la réaction qu'on va avoir par rapport au regard des autres. Et tu entends ce que je dis? C'est la réaction qu'on va avoir. En fait, c'est pas l'autre qui nous fait peur, c'est notre propre réaction par rapport au jugement de l'autre qui nous fait peur. Et ça, c'est très important à comprendre parce que le public ne nous fera jamais de mal. Le public, et tu le sais en tant que conférencière, est profondément bienveillant. Un public ne sera très rarement jamais malveillant. Pourquoi? Parce que le public est bienveillant, parce que le public est empathique. Le public ressent ce que l'on ressent lorsque l'on monte sur scène. Si on a un blanc, moi une fois j'ai eu un blanc, je me suis senti extrêmement mal, j'ai eu un discours interne qui a commencé à se créer parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je vais pas réussir à les impressionner, etc. Mais en fait, c'est moi qui me crée ce discours mental. C'est pas eux qui m'influençaient, c'est moi qui m'influençais tout seul. Et au moment où je commençais à créer ce discours mental face à mon public, où j'étais en blanc total, en panique, j'étais en sueur, j'en pouvais plus, ils ont commencé à applaudir. Pour t'encourager. Exactement, ils ont commencé à sourire, ils ont commencé à m'applaudir pour m'encourager. Exactement. Parce que le public ressent ce que l'on ressent au moment où on a un blanc ou au moment où on foire une présentation en public. C'est sûr, parce qu'en plus, comme on a dit que la plupart des gens, ils ont peur de parler en public. Donc, quand quelqu'un est en train de le faire, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est plus courageux, du moins, qui ose le faire. Exactement, exactement. Ça demande beaucoup de courage de prendre la parole en public. On peut nous applaudir parce que l'on s'est levé, on a dit bonjour, merci, au revoir et on s'est rassis. On peut nous applaudir pour ça. Prendre la parole en public, c'est un des actes les plus courageux que je connaisse. Oui, oui. Monter sur scène pour oser exposer son opinion face à un auditoire de plusieurs dizaines de personnes, même 2 personnes, c'est un acte de courage incroyable. 90% de la population n'oserait pas faire ce que la personne vient de réaliser. Pourtant, Dale Carnegie, il dit que c'est une façon aussi d'apprendre à développer sa confiance en soi. Exactement, exactement. Ouais. Parce que c'est tellement une peur qui est élevée sur l'échelle des peurs que si on arrive à dépasser cette peur-là, on arrive à dépasser toutes les autres. Exact. C'est ça qui est intéressant. C'est sur l'échelle des peurs, c'est vraiment l'une des peurs les plus importantes. La première ou la deuxième. Voilà. Et donc, pour dépasser cette peur-là, donc toi, tu conseillerais, comme tu as dit tout à l'heure, de préparer son discours, d'être préparé à l'avance. Ça, c'est une première chose pour tout le monde. Et puis, pourquoi pas faire des cours de théâtre et faire des exercices qui peuvent justement nous faire sortir un peu de notre zone de confort. Exactement, exactement. Moi, on ne pourra pas spécialement faire d'exercice là tout de suite, mais là, l'exercice principal qu'on peut réaliser, c'est ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, ce que Martin Latulippe aime bien appeler la zone d'incertitude. Je ne sais pas faire l'accent québécois. Non, toi non plus, comme d'habitude. J'ai osé, j'ai tenté. J'ai osé. Il faut applaudir le fait d'avoir osé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On oublie. Donc, la zone d'incertitude de Martin Latulippe, la zone de confort. Pour rentrer dans la zone d'inconfort, et là où la magie se crée. Et pour sortir de cette zone de confort, il ne faut pas hésiter à amplifier tout ce que l'on fait, à amplifier sa voix, à amplifier sa gestuelle, à amplifier ses déplacements, à amplifier son regard porté sur son public. Et au plus on osera amplifier toutes ces caractéristiques-là, au plus on osera employer des mots qu'on n'a pas l'habitude de dire, au plus on osera employer des gestes, une voix basse, haute, aiguë, grave, tout ce qu'on veut, eh bien, au plus ça nous sera facile dans des conditions normales de parler avec confiance. Parce qu'on aura tellement osé faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire à la base, que lorsque l'on va le faire dans un cadre normal, ça va nous paraître extrêmement simple.
Ça devient plus facile, oui, en effet. Exactement, exactement. Et une autre question, comment tu gères toi les critiques? Parce que j'avais vu une fois, tu disais que tu recevais quelques messages de haters et tu disais que justement la réussite ou le succès d'une personne ne doit pas dépendre du jugement des autres ou des critiques des autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ouais, ouais, très jolie citation, très jolie citation. Il y en a une, pour rebondir dessus, qui me vient tout de suite. C'est une citation de Franck Nicolas que j'ai un petit peu remaniée à ma sauce, où il dit que ceux qui rient de vous aujourd'hui seront ceux qui vous copieront demain, alors n'abandonnez pas. Les haters, il faut prendre conscience déjà qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, déjà. Si on cherche à plaire à tout le monde, eh bien, on plaira à personne, tout simplement. Et que, au contraire, lorsque l'on commence à déplaire à des gens, c'est signe de vitalité pour les actions que l'on est en train de mettre en place. Mm. Parce que quand on commence à nous critiquer, c'est que ce que l'on fait résonne dans l'esprit de ces haters-là, mais résonne d'une manière tellement brillante à leurs yeux que ça les étouffe. Okay, c'est-à-dire que on est le reflet de tout ce que ces personnes n'oseraient pas faire dans leur vie. Et c'est Mm. pour ça qu'ils le critiquent. Donc c'est Mm. pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Alors même si on est nul, même si on est débutant, si on a des critiques, c'est normal et il faut savoir les dépasser. Il faut Mm. savoir les utiliser comme un moteur. Cette frustration que va engendrer les critiques, c'est un formidable moteur qui nous permettra d'avancer. C'est le gasoil qu'on va mettre dans le moteur pour nous faire avancer. Ça va même pas plus être du gasoil, ça va être de la nitroglycérine pour nous faire bombarder et finir en première place. C'est c'est les laisser parler d'une part et utiliser cette frustration que ça crée pour les faire taire et leur montrer que oui, on va y arriver. Hmm. Mais pour des gens, je suis d'accord avec toi, ça peut vraiment être une source de motivation pour montrer l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, mais il y a aussi des gens qui ne rentrent pas forcément dans cette catégorie, qui ne sont pas forcément motivés par ça. Qu'est-ce que eux, on peut leur conseiller pour, face aux critiques? Je suis d'accord. C'est vrai que moi, fonctionne beaucoup de cette manière-là. D'une part, essayer de trouver une source de motivation dedans. C'est vraiment changer son mindset par rapport à ça et essayer de trouver une motivation pour se dire, ben oui, je vais leur prouver que je vais y arriver. Alors, si Hmm. jamais on n'y arrive pas, la colère, c'est un formidable moteur, c'est un formidable carburant qui nous permet d'avancer. Mais il n'y a pas que la colère, parce que la colère peut être extrêmement destructrice. Il Hmm. faut savoir aussi utiliser l'amour, être dans le pardon. Et ces Oui. personnes-là, qui nous ont blessés, et j'ai eu une histoire par rapport à ça, mais ça serait un petit peu trop long de la raconter, mais ces personnes-là, il faut savoir à un moment donné les pardonner et les excuser. Hmm. Et être dans l'amour et se dire que si ces personnes nous ont critiqués, que ces blessures qu'elles nous ont engendrées, eh bien, ce sont des blessures positives. Parce que sans ces personnes-là, on ne serait pas devenu ce que l'on est aujourd'hui. En fait, Exact. nos cicatrices ne Hmm. sont pas là pour montrer notre virilité, mais Hmm. sont là pour montrer notre maturité. Hmm. Donc, Exact. être dans le pardon, être dans le pardon, être dans l'amour pour ce qu'elles nous ont apporté Oui. et excuser, mais je pense que c'est un formidable outil de développement. Oui, exact. De développement personnel et de progression personnelle aussi. Yes, exactement. Je suis totalement d'accord. Ben, Cyril, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que vous trouvez de la valeur là-dedans. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. Merci beaucoup. Alors, pour te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je vais tout mettre les liens dans la description, mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu préfères qu'on te retrouve? Alors déjà, merci à toi pour l'interview. C'était vraiment un échange magnifique. C'était vraiment super de pouvoir te parler. Alors pour me retrouver, je suis un petit peu de partout. Alors j'ai un site internet qui s'appelle apprendre à parler en public.fr où je publie mes articles de très gros articles. Moi j'aime bien écrire des articles de fond sur le sujet de la prise de parole, le tract, etc. Donc Oui. apprendre à parler en public.fr avec des tirets entre chaque mot, des tirets du 6. J'ai aussi et surtout une chaîne YouTube à mon nom, Cyril Chambard, que vous allez trouver très, très simplement sur YouTube. Et un Facebook, Cyril Chambard, un compte professionnel, mais voilà, donc c'est pas spécialement obligatoire, mais surtout le site et la chaîne YouTube. Voilà. Chaîne YouTube. Alors, je mets les liens en description, vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir visiter et lire tous les articles qu'ils proposent parce qu'en effet, il y a beaucoup d'articles qui sont remplis de valeur. Alors, merci beaucoup Cyril, merci à vous de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye. Au revoir, merci à vous, merci à toi.